Bonjour, c'est la troisième vidéo du chapitre 20 de la série vidéo Crystal Clear Electronics, où nous allons discuter avec Subhaj du fonctionnement des régulateurs de tension et des circuits de limitation de courant. Dans notre vidéo précédente, nous avons démontré une méthode de régulation de tension très simple, mais ni l'efficacité idéale ni le courant de charge maximum n'étaient élevés. Shabox, quelle autre méthode de stabilisation de la tension pourrait être utilisée? Pour des courants de charge plus élevés, il vaut mieux utiliser des alimentations en série à la place. L'idée est de connecter un circuit avec une résistance variable en série avec la charge. En ajustant la résistance de cet élément, nous pouvons contrôler la chute de tension sur celui-ci et nous assurer que la charge reçoit une tension constante. Montrez toujours une tension constante sur le mouvement. Là. Rangée de tapis. L'avantage d'un régulateur de tension en série est que le courant qui circule dans le circuit est le même que le courant de charge, contrairement à l'alimentation en dérivation de l'épisode précédent, qui utilisait le courant maximum indépendamment de la charge. Selon, sur le rendement. Cela sera parce que la consommation de courant est plus faible, entraîne une efficacité beaucoup plus élevée. Eh bien, ça a l'air bien, mais comment pourrions-nous réaliser un tel circuit? Si je ne me trompe pas, vous aurez besoin d'une sorte de régulation, car si vous changez la tension d'entrée, le circuit doit automatiquement changer sa résistance. Tu as raison. L'une des mises en œuvre les plus simples de ce concept est le régulateur de tension en série avec suiveur d'émetteur. On peut le voir dans la figure. La résistance variable est réalisée par le transistor Q1. La diode Zener D1 et la résistance R1 sont utilisées pour générer une tension constante à faible courant, notée UZ. Ça, lequel, nous l'avons marqué avec UZ, c'est généralement, est aussi appelé la tension de référence. La tension base émetteur d'un transistor bipolaire est à peu près constante, autour de 0,6. À 0,7 volts. Si la tension de référence est connectée à la base du transistor, alors la tension de référence moins la tension base émetteur apparaîtra sur la charge, selon la loi des tensions de Kirchhoff. Puisque US et la tension base émetteur dépendent seulement légèrement de la tension d'entrée, la tension mesurée à la charge sera presque constante, même avec une tension d'entrée variable. Choisir le bon transistor pour un tel circuit n'est pas difficile. Si nous connaissons le courant maximum requis par la charge, nous pouvons calculer le courant de base nécessaire. Besoin à utiliser pour la production de base, ce projet. Pour ce faire, le courant de charge maximum doit être divisé par le gain de courant minimum du transistor. Ce paramètre peut être trouvé dans la fiche technique du transistor. Sous HFE, nous avons un transistor NPN BC546BTA sur la table devant nous. Son gain de courant minimum est de 200. Selon la fiche technique, le courant maximum du collecteur du transistor est de 100 mA. Cela signifie que la base du transistor doit avoir au moins 100 mA, divisé par 200, ce qui fait un demi-milliampère de courant, pour que le circuit fonctionne correctement dans toutes les conditions de fonctionnement. Dans État des affaires, la prochaine étape consiste à sélectionner la résistance qui ajustera le courant circulant à travers la diode Zener et dans la base du transistor. Pour cela, la tension minimale sur la résistance est divisée par le courant maximum qui y circule. La tension aux bornes de la résistance est égale à la différence entre la tension d'entrée et la tension Zener. Et la tension Zener. Il est à une valeur minimale si la tension d'entrée est également minimale. En restant avec l'exemple de la batterie de voiture utilisée dans la vidéo précédente, la tension d'entrée minimale devrait être de 9 volts, et la tension Zener devrait être de 6,2 volts. Comme c'était avant, la différence de tension est donc de 2,8 volts. Le courant qui circule à travers la résistance est la somme du courant de la diode Zener et du courant de la base. Il vaut mieux laisser une marge dans le système lors du dimensionnement, car si, pour une raison quelconque, le courant circulant à travers la base de Q1 n'est pas suffisant, le transistor ne pourra pas se stabiliser. Donc, lors du calcul du courant de la résistance, nous devrions être préparés à un courant de base légèrement plus élevé, à savoir K fois plus. Ce nombre K devrait maintenant être de 2. La diode Zener a également besoin d'un courant d'au moins 1 mA, comme discuté dans les vidéos précédentes. Cela signifie que le courant total est de 1 mA plus 2 fois 1 demi-ma, donc un total de 2 mA.
2 mA. Sur cette base, la valeur de résistance requise est de 2,8 V, divisé par 2 méax, ce qui fait 1,4 kΩ. Malheureusement, nous n'avons pas une telle valeur de résistance dans le kit, mais nous pouvons utiliser une résistance plus petite à la place, disons 1 kΩ. Puisqu'une résistance plus petite permettra un courant plus élevé, nous nous tromperons dans la bonne direction. Voyons si l'alimentation fonctionne correctement dans la réalité. Voici la plaque de montage sur notre bureau. Nous avons déjà réalisé ce circuit avec la résistance en série de 1 kΩ, comme l'a dit Marcy. Ici, nous avons une diode Zener de 6,2 V. Et pour la charge, nous utilisons à nouveau un potentiomètre de 10 kΩ. Il est réglé sur son état de résistance maximale de 10 kΩ. On peut dire qu'il y a si peu de courant qui le traverse que l'alimentation n'est pas chargée. L'alimentation de laboratoire fournit la tension d'entrée. Il est maintenant à 0 V. Nous mesurons également la tension de sortie avec un voltmètre, que vous pouvez voir sur l'écran de l'ordinateur portable. Voici un autre multimètre, que je vais passer en mode de mesure de courant. Avec cela, nous pouvons mesurer la consommation de courant de l'alimentation. Maintenant, examinons d'abord ce qui se passe lorsque la tension change en condition de non-charge. Je demanderai à Marcy d'augmenter lentement la tension. Augmenter la tension, vous pouvez le voir. Vous verrez qu'à mesure que la tension d'entrée augmente, la tension de sortie augmente également. Elle se stabilise autour de 5,7 volts. Je vais demander à Marcy d'augmenter un peu la tension, disons 12 volts. C'est à mi-chemin entre 9 et 14 volts. C'est bien. Nous sommes maintenant à 12,6 volts et nous affichons toujours cette tension stable de 5,7 volts à la sortie, ce qui est à peu près ce que nous attendions, car la tension de claquage de la diode Zener est d'environ 6,2 à 6,3 volts. En soustrayant cela de la tension base émetteur de 0,6 à 0,7 volts, cela nous donne à peu près cette même valeur. Donc, notre stabilisateur fonctionne très bien. J'aimerais demander à Marcy maintenant combien de courant est consommé par notre circuit lorsqu'il est au repos. 6,7 mA. Donc, il y a un peu de courant, mais ce n'est pas une valeur très élevée. Maintenant, nous demandons à Marcy de nous donner les valeurs de courant. La raison pour laquelle Marcy lit ces courants, c'est que cet écran peut ne pas être très visible pour les caméras. Cette caméra n'est pas sûre que les caméras puissent enregistrer très bien. Ce que je vais faire maintenant, c'est augmenter la charge, c'est-à-dire diminuer la valeur de cette résistance de 10 kΩ. Et en attendant, Marcy va nous montrer ou nous indiquer si le courant change. Ouais, parce que moi je ne le fais pas. Que vois-tu? Maintenant, augmente régulièrement. Où sommes-nous maintenant? 7 Ma. Vous pouvez voir que la tension n'a pas encore changé. Nous sommes actuellement autour de 9 mai et maintenant jusqu'à 24. Vous pouvez voir que la tension est quelques dizaines de millivolts plus basse. On peut l'expliquer par le fonctionnement du transistor, mais c'est aussi assez proche de la tension à vide. Donc, on peut dire que peu importe le changement de charge, ce circuit peut réguler la tension. Donc à cet égard, il fonctionne de la même manière que le stabilisateur à diode Zener, stabilisation. Mais cependant, il y a une différence très significative, celle que Morsy nous a dite. Le courant tiré par le circuit augmente en proportion du courant de charge. C'est très bien pour nous, parce que c'est pour ça, l'efficacité du circuit est bien meilleure que celle du régulateur de tension à diode Zener en parallèle. Le stabilisateur de tension à diode est le poids du courant, qui tire à peu près le même courant de la source d'entrée, peu importe le courant de charge. En général, les alimentations en série ont une efficacité nettement meilleure que les solutions discutées précédemment. avec un effet nettement meilleur, certainement. Lorsque la différence entre la tension d'entrée et la tension de sortie n'est pas beaucoup plus grande que la tension directe du transistor. La plupart du temps, nous ne construisons pas ces alimentations à partir de composants discrets, mais nous choisissons plutôt une solution intégrée. Pour des usages généraux, l'un des choix les plus évidents est l'un des composants de la famille 78. Ceci a déjà été mentionné dans les chapitres précédents du programme. Par exemple, le L78L33, avec une sortie fixe, ne nécessite aucun composant externe autre que deux condensateurs pour produire une tension de sortie de 3,3 watts.
Un schéma avec la structure interne simplifiée du composant est montré dans la figure. La ligne pointillée montre le cas du circuit intégré. Ceci n'est qu'un diagramme schématique logique. Le triangle représente un amplificateur opérationnel, dont nous n'avons pas le temps de discuter en détail maintenant. Il suffit de savoir que la tension, à sa sortie, est égale à A multiplié par la différence de tension entre ces deux entrées. Le nombre varie d'un type à l'autre, mais il peut être très élevé, atteignant des dizaines de milliers, des centaines de milliers, voire plus. Il en découle que si un très petit changement de tension d'entrée se produit, cela entraînera un très grand changement de tension de sortie. Une tension de référence constante est connectée à l'entrée positive de l'amplificateur opérationnel, ainsi qu'à la tension de sortie du circuit intégré d'alimentation L78L33. Le circuit intégré est connecté à l'entrée négative via un diviseur de tension. La sortie de l'amplificateur opérationnel est connectée à la base du transistor en série. Supposons que le circuit ne soit pas encore allumé et que la tension d'entrée U-in apparaisse à un certain moment. Alors, la broche positive de l'amplificateur opérationnel aura la tension de référence, disons, 1V, mais la sortie du circuit intégré sera toujours à 0V. Donc la broche négative sera également à 0V. Cela fera en sorte que la tension à la sortie de l'amplificateur opérationnel commence à augmenter, puisque la différence de tension d'entrée est élevée et positive. Sur l'émetteur du transistor en série, la tension de sortie de l'amplificateur opérationnel, moins la tension basse émetteur apparaîtra, donc la tension sur la broche négative de l'amplificateur opérationnel augmentera également. Ce processus se poursuivra jusqu'à ce que la broche négative de l'amplificateur opérationnel atteigne approximativement la tension de référence. En pratique, l'amplificateur opérationnel agit comme une sorte de régulateur dans ce circuit. Je pense que toute cette théorie est suffisante. Voyons comment cela peut être utilisé en pratique. La planche à pain devant moi a déjà le circuit montré dans le diagramme. C'est exact. La charge de sortie consiste maintenant en une LED et une résistance connectées en série. Nous utilisons un 785. Le circuit intégré ici, ce qui signifie qu'il fait partie de la même famille que j'ai expliqué précédemment, mais il a une sortie de 5V. Avec le magasin d'Okim et un robinet que j'avais. Pour ce faire, nous devons modifier un peu l'alimentation de notre circuit par rapport à la précédente. Par exemple, je vais retirer ce voltmètre d'ici, parce que je veux mesurer la sortie de ce circuit intégré stabilisateur. Salut! Je veux savoir à quoi ressemble ta vie, donc je vais mettre ça ici. Donc, je vais mettre ça ici. Je vais abaisser la tension d'alimentation à 0, comme avant, pour commencer à partir de la même position. Et une chose encore plus importante est qu'ici sur la planche à pain, l'alimentation d'entrée doit être connectée à ce circuit intégré stabilisateur. Maintenant, la tâche de Marcy sera, comme auparavant, de commencer à augmenter lentement la tension. En attendant, nous pouvons voir la tension de sortie du circuit intégré stabilisateur sur l'écran de l'ordinateur portable et éventuellement lire le courant tiré du multimètre. Ce n'est pas juste que ça, et ce que j'aimerais, c'est que tu viennes avec un tir plus bas, tu sais, l'ultime terreur. D'accord, donc commence à augmenter la tension. Vous pouvez voir que tant que nous sommes en dessous de 5 volts, rien ne se passe. Et ensuite, nous montons. Et à peu près maintenant, nous avons une tension stable de 5 volts. Nous avons vu que cela pourrait éventuellement croître. Vous pourriez vouloir l'augmenter un peu à 12 volts? Maintenant, nous sommes à environ 10 volts, donc c'est très bien pour nous. Vous pouvez voir que la LED brille. Si la tension varie, la luminosité de la LED ne change pas puisque notre tension de sortie est constante. Regardons quelque chose d'autre qui pourrait être très intéressant. Je demanderai à Marcy de commencer à réduire lentement la tension. Énergie, stress et voyons. Et voyons comment la tension de sortie change entre-temps. Autour de 9V, c'est toujours stable à 5V. Nous sommes à 8V. 10V. Et ici, s'il vous plaît, tournez ce potentiomètre plus lentement. Progressivement. Autour de 6,3 à 6,7 volts, cette tension stable de 5 volts commence à descendre. Ce n'est pas un hasard. Dans les circuits de stabilisation de tension en série discutés jusqu'à présent, un transistor bipolaire jouait le rôle d'une résistance variable. Un inconvénient de cette solution est que la tension d'entrée doit toujours être supérieure de 1 à 2 volts à la tension de sortie, en raison de la tension de saturation du transistor et d'autres propriétés du circuit interne.
Les régulateurs de tension à faible chute de tension, en abrégé LDO, offrent une solution à ce problème. En résumé, nous les appelons des LDO. Les LDO sont des régulateurs de tension en série qui peuvent fournir une tension de sortie contrôlée, même lorsque la différence de tension entre l'entrée et la sortie n'est que d'environ 100 mV. Les LDO sont identiques en structure et en utilisation aux régulateurs de tension en série ordinaire. La différence vient du fait qu'ils utilisent un FET au lieu d'un transistor bipolaire. Cela réduit la chute de tension et élimine le besoin d'une grande différence de tension entre l'entrée et la sortie. L'entrée et la sortie. Ces composants sont légèrement plus chers que leurs homologues, avec une tension de chute plus élevée, donc vous voudrez peut-être les utiliser uniquement si vous avez vraiment besoin des avantages qu'ils offrent. À l'avant. Merci. Nous espérons que vous avez apprécié cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, nous vous montrerons une source de courant. À bientôt. Au revoir.